Eh bien, j'ai eu la chance de voir en avant-première ce soir Furiosa. Je vous avoue que là, il est assez tard, parce que du coup, j'ai vraiment eu besoin de digérer ce que j'avais vu. Parce qu'il s'avère que j'ai un avis qui n'est clairement pas dans le sens de la majorité, mais je vais essayer d'expliquer ça, de développer, et je suis absolument persuadé qu'évidemment, voilà, tout le monde va bien le prendre, va écouter mes arguments, et voilà, ne va pas du tout répondre tout de suite en commentaire en étant énervé. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce film qui vient de sortir, Furiosa, donc qui est un préquel à Mad Max. Alors, ils vont appeler ça Furiosa Mad Max Saga, comme l'avait fait remarquer Nicolas Beaujean, le directeur de publication de iGraphics, pour ceux qui lisent des comics. Déjà, saga, c'est bizarre, parce que c'est pas du tout le sens d'une saga, en fait. Saga, c'est quand on suit l'histoire d'une famille. Donc, par exemple, Skywalker Saga, oui, ça on peut le dire, parce qu'on a suivi les Skywalker sur plusieurs générations. Là, c'est bizarre d'appeler ça une saga, parce que c'en est pas une, étymologiquement parlant. C'est un détail, mais bon, voilà, je voulais quand même le préciser un moment. Alors, il s'avère qu'effectivement, donc j'ai vu le film en avant-première, là il est 3h passées du matin, parce que je suis sorti à 23h de la salle. Mais j'ai eu besoin de laisser, de digérer un peu, d'y réfléchir. Je veux vraiment faire comprendre un truc, parce que j'ai bien vu que l'avis général c'était totalement dithyrambique sur le film, à quel point il est incroyable et tout ça, et ce que je peux comprendre, ce que je peux vraiment comprendre, et je vais commencer par les points positifs, pour parler du film, et après j'expliquerai ce qui fait que moi, en tout cas, dans ma façon d'appréhender une œuvre, je ne suis pas rentré dedans. Il y a des choses qui m'ont empêché de vraiment apprécier le film comme j'aurais peut-être pu le faire, et voilà, je vais développer tout ça. Évidemment, on va faire une première partie sans spoiler. Voilà, le but c'est que quelqu'un qui n'a pas vu le film puisse écouter la critique, et ensuite je préviendrai évidemment d'abord, et on passera à une partie spoiler dans laquelle je pourrai un peu plus développer certaines de mes idées. Donc, d'abord, déjà je rappelle, donc Furiosa, c'est une séquelle au film Fury Road, qui se passe, on va suivre en fait une bonne partie de la vie de Furiosa, par étape. Un truc qui est important à savoir d'ailleurs, alors c'est pas du spoil, mais je pense que c'est mieux même de le savoir justement en y allant, c'est que Anya Taylor-Joy apparaît au bout de 3/4 d'heure, voire 1 heure de film. Ça m'a surpris sur le coup, mais en fait, ouais, 3/4 d'heure, 1 heure, on est vraiment sur l'enfance de Furiosa. Donc le film est réalisé par George Miller, et mine de rien, le bonhomme a 79 ans, il en a vraiment sous le capot. Ça, c'est clair que il met à l'amende pas mal de gens beaucoup plus jeunes quand on voit à quel point il arrive à faire quelque chose de follement dynamique. Donc, pour les points positifs du film, et ce qui fait que je comprends tout à fait les avis que j'entends un peu partout. Déjà, effectivement, c'est un film très ambitieux, très généreux. Vraiment, même si effectivement j'ai eu du mal à rentrer dedans, je ne peux pas dire que c'est un mauvais film, bien évidemment. Et il y a une vraie proposition, c'est très riche, encore une fois, c'est très ambitieux, c'est très généreux. Voilà, on voit qu'il y a un véritable amour de son œuvre par George Miller. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ce que j'ai aimé, c'est que ça a développé le lore de Fury Road et de Mad Max en général. On va en apprendre plus au cours du film sur les cités, sur les villes, sur les rapports entre elles, sur les rapports entre leurs chefs. Ça, j'ai trouvé ça plutôt très intéressant, effectivement. George Miller n'est pas un manche. Il sait quoi faire derrière une caméra, même si je crois, si je me souviens bien, qu'il y a eu un changement de directeur photo, et je trouve quand même que ça joue sur certaines choses, on en parlera plus tard, là plus dans le négatif, mais voilà, n'empêche, il y a des très beaux plans, il y a des choses hyper intéressantes, il y a un vrai travail de réalisation qui est plus que respectable. Évidemment, il faut mettre une
un gros focus. Faut vraiment mettre en avant le travail des cascadeurs, ceux qui gèrent les cascades, des cascadeurs. Il y a des parties impressionnantes. Alors attention, par contre, c'est pas du tout un film dans lequel on est en mode action non-stop. Loin de là. Loin de là. Il y a des grands passages sans action. Ce qui n'est pas du tout un problème. Pour le coup, ce qui ne dérange pas. Et quand il y a de l'action, il y a une scène en particulier. On avait entendu qu'effectivement, il y a une scène de 20 minutes d'action où vraiment ça va être un travail de fou de la part de toutes les équipes. Je les crois. Je les crois sans aucun problème. Effectivement, c'est un travail de malade. Et il y a des choses très impressionnantes et ça vaut le coup, vraiment, de le voir sur grand écran, rien que pour ça. Et vraiment, je tiens encore à le dire, même si je vais expliquer pourquoi moi, je suis pas rentré dedans, c'est quand même un film que je conseille de voir sur grand écran. Ça, vraiment, ça le mérite. Ça fait partie de ces films qui vraiment méritent non seulement le grand écran, mais, et justement c'est le point suivant, qui mérite aussi une installation sonore de cinéma. Parce qu'il y a un travail sur le sound design, entre autres, clairement, ceux qui aiment les bagnoles et tout ça, en termes de moteur porn auditif, clairement, on est très haut. Mais vraiment, voilà, il y a un vrai beau travail de sound design. Les bruits des moteurs sont vraiment, enfin voilà, ça ronfle, c'est vraiment, il y a un vrai beau boulot dessus, il y a un vrai travail dessus. Anna Taylor-Joy, je trouve, est une excellente actrice. Alors j'aimais beaucoup Charlize Theron dans le rôle, mais c'est vrai que Anna Taylor-Joy fait un très bon travail pour le coup. D'ailleurs, idem pour l'actrice qui la joue en version jeune, qui je trouve fait un excellent travail aussi. J'ai eu peur au départ qu'elle soit un peu qu'elle dégrège pas grand chose en termes d'émotion, la version jeune. Et en fait, ça va, parce que ça va vite coller avec le personnage, donc ça va, je trouve qu'elle joue plutôt bien. Et Anna Taylor-Joy, excellente, et qui prouve, encore une fois, qu'elle est très bien aussi pour des rôles d'action, donc elle est tout à fait crédible dans des rôles, dans des rôles un peu énervés, et donc ça marche. D'autant plus, on le savait déjà par interview de George Miller, qu'elle a très peu de lignes dans le film, qui en soi ne gênent pas pour son personnage, parce qu'elle arrive à être très expressive, mais par contre, qui va me poser des problèmes dont je vais parler dans les points négatifs. On a aussi de très bons seconds rôles, vraiment. On est dans ce monde de Mad Max où vraiment il y a une espèce de perte totale des valeurs et on est sur des personnages très hauts en couleur, surtout en général du côté des méchants, mais ouais, on est vraiment sur des personnages. Il y en a qui fonctionnent vraiment bien, il y en a qui fonctionnent très très bien. D'autres un petit peu moins. J'y reviendrai. Ça, c'est pour mes points positifs. Alors, le film fait 2h30 et quelques. Je crois que c'est 148 minutes. 148 minutes, il doit faire. Donc 2h28. Le temps, ça va. Il y a des changements de rythme. Alors, j'ai un gros problème avec le climax, mais ça, faudra que j'en parle plus tard. Mais voilà, j'estime pas que ce soit trop long, en tout cas pour ce que ça a proposé. Avec des limites à y mettre, mais ça je pourrais l'expliquer en partie spoiler. Pourquoi alors, avec ces points positifs, je ne suis pas rentré dedans? Pour plusieurs raisons. En fait, faut bien comprendre qu'on a tous des façons différentes, je le répète souvent sur la chaîne, mais on a tous des façons différentes d'appréhender une œuvre. Il y a des choses différentes qui vont être nos points les plus importants. Parce que ça dépend de nous, de notre vécu, de ce qu'on est, des choses qui nous touchent. Il y a des gens qui vont être très visuels, par exemple, d'autres qui vont être très très auditifs, il y en a qui vont être plutôt sur l'empathie, sur les thématiques, voilà. Donc une même œuvre, on va pouvoir l'aimer ou la détester pour des raisons très différentes. En l'occurrence, je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au côté écriture, à l'empathie, et si j'ai pas ces choses-là au départ, le reste va me paraître creux. Alors avec des exceptions bien sûr, on n'est pas des robots, il y a des films dont je trouve l'écriture claquée au sol, mais ça empêche que je kiffe, parce qu'il y a des choses qui font que. Voilà. Mais, là en l'occurrence, pour Furiosa, j'ai un gros problème avec l'écriture, avec la manière dont les focus sont choisis. Faut bien comprendre que pendant tout le début du film, et là je parle de au moins 1 heure du film, quand même, sur 2h28, en fait, ça va être plus sur Chris Hemsworth,
donc dans le rôle de... c'est, comment il s'appelle? C'est Delirium ou un truc dans le genre. Dementus, voilà, Dementus. J'ai le casting sous les yeux parce que je suis très mauvais pour retenir les noms. Donc, Chris Hemsworth qui joue Dementus. Alors, c'est très subjectif, mais ça a réveillé mes PTSD de Thor 4. Vraiment, alors même s'ils lui ont mis un gros pif, j'ai eu l'impression de voir un Thor 4 tout ridicule. Il nous fait une Jason Momoa, mais en totalement loupé. Je pense à Jason Momoa dans le dernier Fast and Furious. Et c'est un peu cet équivalent-là, mais en mode loupé de ouf. Enfin, pour moi, encore une fois. Et le truc, c'est que vu que Furiosa parle très peu, déjà enfant, c'est lui qui prend beaucoup de place au départ. Et il m'insupporte. Donc déjà, c'est compliqué. Encore une fois, c'est subjectif, mais du coup, déjà, c'est très compliqué de ce côté-là. Il y a un côté... Alors, j'avais vu, oui, Furiosa, qui va passer de victime à guerrière, machin... Elle est toujours guerrière dans le film. Des gamines. La première fois qu'on la voit, elle fait un truc enfin, elle est en mode commando, limite, quoi, vraiment. Ça spoil rien, mais voilà. Elle va trafiquer des... elle a pas peur, elle va trafiquer des motos, machin, en se cachant et tout. C'est déjà une guerrière dès le départ. En plus, très tôt, il y a un moment où on la met sur une moto, voilà, pour une raison... et... de ce que je comprends, elle a jamais piloté de sa vie, enfin c'est l'impression que j'avais. J'ai l'impression que là d'où elle vient, ils ont pas de moto, et poup, c'est une petite gamine, et elle part sur la motocross dans le désert sans aucun problème. Et du coup, ouais, on me la montre toujours badass, toujours à fond. Donc, j'ai pas vraiment une évolution de ce côté-là. Et j'ai un énorme problème dans ce film avec les enjeux. Parce que le problème, et pour le coup, c'est le syndrome que j'ai eu avec Rebel Moon 2, c'est que même si ce qu'on me montre, l'action, tout ça, ouais, ok, ça pète de tous les côtés, c'est cool, c'est machin, c'est... Mais je m'en fous des gens qui y a à l'écran. Je m'en fous complètement. Mais complètement. De toute façon, tous les camps qu'on me montre, même quand c'est des camps l'un contre l'autre, les deux c'est des vilains, les deux je m'en fous, je me fiche de savoir qui gagne, je me fous de savoir qui perd, parce que de toute façon c'est ces deux groupes, d'autant plus que le groupe de, comment il s'appelle, c'est le groupe d'Immortan. Dans Fury Road, on a bien vu que c'était des enfoirés, on a le groupe de Dementus, c'est des enfoirés, je m'en fiche de savoir qui meurt des deux camps, et du coup j'ai pas d'empathie, j'ai pas de personnage auquel, et le truc c'est que Furiosa, pendant tout le film, je comprends pas bien, en fait, ses enjeux, son but, ce qu'elle recherche. On me fait partir sur une base de... Parce qu'elle veut, c'est rentrer chez elle. Elle veut rentrer chez elle. Elle a été enlevée de chez elle, elle veut rentrer chez elle, voilà. Sauf qu'elle a 50 occasions de le faire. Et ça n'arrive pas. Et à un moment dans le film, vers le milieu du film, on me trouve une raison d'expliquer que maintenant... En gros, son but n'est plus de rentrer, mais je comprends pas bien. Enfin, on va l'attacher à un personnage pour que ça donne une espèce de raison pour qu'elle reste. Mais je comprends pas pourquoi elle reste. Je ne comprends pas. Et du coup, il y a des choix moraux. Le fait de rester dans cette condition-là, ça fait que même Furiosa, bah, j'ai plus ce rapport d'empathie avec elle. Malgré ce qu'elle a vécu, malgré tout ça. Et oui, au début, j'ai de l'empathie pour elle, mais je la perds au bout d'un moment, parce que je ne comprends pas ce qu'elle fout encore là. Je ne le comprends pas. Donc, c'est vraiment mon souci avec le film. Alors, dans des petits détails, il y a aussi... Alors, quand il y a les trailers qui sont sortis, je me souviens que si on osait dire qu'il y avait des problèmes avec les VFX dans le trailer... Oh là là, c'était une honte et machin, le film n'est pas fini, comment vous pouvez juger sur un trailer? Bah on juge sur ce qu'on voit en fait. Si on me montre un trailer, je vais juger le trailer. Ça veut pas dire que le film sera forcément pareil, mais oui, si on met un trailer sous les yeux, bah c'est censé me donner une idée du film. Et là en l'occurrence, je suis désolé, alors est-ce que c'est en rapport justement avec le changement de directeur photo? Mais je suis désolé, il y a des moments... Alors il y a plein de choses, la majorité du film est excellemment rendue à l'écran, ça y a pas de souci. Mais il y a vraiment pas mal quand même de plans où ça pue le fond vert, mais d'une force. Oh, c'est waouh. Et du coup, le problème, c'est que vu qu'il y a un certain nombre de scènes où c'est aussi flagrant, bah j'en viens à chaque fois à me demander, mais du coup là c'est du practical ou on est encore en fond vert?
Et vraiment, il y a pas mal de scènes quand même, hein, où c'est gros les fonds verts. Enfin, je suis désolé, mais vraiment, on peut pas me dire que c'est aussi réussi visuellement qu'un Fury Road. Vraiment, il y a quand même, et encore une fois, attention, hein, une majorité du film est quand même très très bien à l'écran et tout ça, mais il y a assez de fois où l'incrustation est dégueulasse pour que des fois ça me sorte un petit peu des scènes, quoi. Mais vraiment, ouais, mon plus gros problème, c'est par rapport à la narration. Puis on veut montrer ça, syndrome des préquels, où du coup on montre des trucs. Il y a un caméo à un moment qui dure 3 secondes, qui sert mais tellement à rien, mais à rien du tout du film, à rien. C'est juste du hey, salut, je suis là. Et vraiment, ça n'a aucun sens. Et on essaye, voilà, de nous montrer des détails, des trucs. Hey, vous avez vu, pour vous dire, ça spoil rien de la narration, ça. Dans les crédits de fin, il y a des images de Fury Road, sauf qu'il les a mises en couleur désaturée en plus, donc c'est plus moche que ça devrait l'être, mais ça fait super cheap. Vraiment, je trouve que ça fait super cheap. Ce délire d'avoir mis des images de Fury Road dans les crédits de fin, en mode « Hey, vous avez vu ?» Du coup, c'est la fin du film, donc après, normalement, c'est Fury Road. Et ouais, non, ça m'a juste rappelé qu'effectivement, je préférerais être devant Fury Road. C'est le seul effet que ça a eu sur moi, quoi. Et c'est dommage. Et je pense vraiment que ce choix, c'est intéressant, ce choix de très peu faire parler, Furiosa. Le problème, c'est qu'à côté d'elle, ça parle à fond. C'est ça le truc. Anya Taylor-Joy est très bien pour passer ses émotions avec le visage et tout ça. Mais le souci, c'est que quand on a elle qui dit rien, et qu'à côté on a un Hemsworth qui lui n'arrête pas de parler, ou d'autres personnages plus tard, des moments j'avais l'impression que c'était une parodie, où en fait vraiment c'est juste elle qui parle pas. Et ça me rappelait un moment, je vous jure, à un moment j'ai eu l'impression d'être devant, c'était dans les Animaniacs à l'époque. Il y avait les Animaniacs avec les trois, les deux frangins et la frangine. Et il y avait toujours une petite série après, il y avait les pigeons, il y avait différents trucs. Et il y en avait un avec un poulet, où c'était beau le poulet. Et en fait, c'était un poulet qui se retrouvait toujours dans des situations pas possibles, qui ne parlait pas. Mais juste, à chaque fois, il avait une tenue différente. Genre, il était habillé en joueur de baseball, tout le monde croyait que c'était un joueur de baseball, ou en chauffeur de taxi, ou j'en sais rien. Et il parlait jamais. Et c'était toujours les gens autour qui faisaient les conversations et qui se persuadaient eux-mêmes. Et au bout d'un moment, les gens se rendaient compte que c'était un poulet, parce que le costume tombait, et tout le monde était en mode oh, mais quand... Et là, pour moi, c'était ça. J'avais l'impression de revoir un épisode de Beau le poulet, où il y a Furiosa, et tout le monde parle à sa place autour d'elle, en mode qu'est-ce qu'elle est forte, qu'est-ce qu'elle est badass, et machin. Et il y a elle qui est là, qui dit rien. Après, on nous le montre aussi qu'elle est badass. On n'a pas besoin de nous le dire autant parce qu'on nous le montre. Et encore une fois, je trouve qu'Anya Taylor-Joy est plutôt crédible dans ce truc d'action et tout ça. Mais du coup, on en remet des couches par-dessus, et tout, je sais pas, dans la manière dont c'est écrit, tout fait tellement artificiel. C'est un monde où on tue, mais plus vite que... On tue plus vite que son ombre, sans réfléchir une seconde. Mais, évidemment, chaque fois que c'est Furiosa, tout le monde la remarque, tout le monde veut la laisser vivre, tout le monde... c'est très... Enfin, je sais pas, il y a un côté bizarre là-dessus. Et ouais, chaque fois qu'elle apparaît quelque part, c'est oulala, elle est spéciale. D'accord. Et ça peut fonctionner, mais je trouve que l'écriture n'est pas organique là-dessus. Il y a un côté vraiment où c'est pas du tout naturel, la manière dont ça arrive. Surtout qu'en plus, c'est hyper chelou, mais à la base, c'est quand même, on veut absolument savoir d'où elle vient, parce qu'elle vient d'un endroit qui a plein de ressources et tout ça. Et alors, très vite, tout le monde s'en bat les steaks. Ça ne revient plus. Donc l'histoire de savoir d'où elle vient, ça ne revient plus. Alors, il y a une partie de raison qui l'explique, mais en fait, non. Avant ça, on aurait dû beaucoup plus la torturer ou quoi. On oublie. Il n'y avait pas un truc qu'on voulait savoir, au fait, sur elle. Écoute, je sais plus. Tu reprends un shooter de gasoil? Allez, on en reprend. Du coup, leurs cerveaux ont grillé, je sais pas. C'est vraiment, ouais, c'est dommage. Moi, c'est ça. C'est vraiment avec ce côté de narration, puis de thématique que je comprends pas bien. Et même la manière dont on essaye de nous lier ça à Fury Road n'est pas naturelle, je trouve. Et
Vraiment, je sais que je suis dans l'immense minorité hein. Sur ce coup-là. Je sais que les commentaires vont être en mode mais t'as pas compris ou t'as loupé le truc ou machin. Je sais très bien. Ça serait plus simple de faire une vidéo en mode j'ai adoré le film comme tout le monde ou quoi. Mais ça serait pas vrai. Et voilà, c'est pas grave si vous avez pas le même avis que moi. Et je suis très content pour les gens qui ont adoré le film. Mais effectivement, je vais pas faire semblant. Et ouais, j'étais un peu devant en mode. Je voyais une coquille vide, quoi, une très jolie coquille, extrêmement bien décorée. On a bien peint la coquille, c'est magnifique. C'est du travail d'orfèvre. Mais elle est vide. Mais elle est vide et ouais, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Vraiment non, ouais, ça a pas fonctionné sur moi, quoi. Enfin voilà. Voilà pour la partie non spoiler. Je vais faire une partie spoiler très rapide, j'ai pas grand chose à dire sur la partie spoiler. Je pense que j'ai assez développé ce que j'avais à dire là-dessus. Puis au pire, n'hésitez pas, on peut en discuter en commentaire, hein, c'est ça qui est intéressant aussi. Pouvoir en discuter, pouvoir en débattre, du moment que c'est dans la, voilà, dans la bonne ambiance, en mode bon esprit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou à ne pas vous désabonner en tout cas, même si vous avez aimé le film. N'hésitez pas à liker la vidéo, si vous partez avant la partie spoiler, ça ferait très plaisir en tout cas. Et puis voilà, on passe tout de suite en partie spoiler. Ouais, donc, donc, déjà, dès le départ, quand elle est Claude Gamine, il y a les types en moto. Direct, elle y va, elle coupe les câbles, elle est avec son couteau, elle coupe les câbles, les machins et trucs. Quand elle se fait emmener, oh, elle pense même avec les dents à couper. Enfin, c'est une guerrière depuis le départ. C'est pas... J'entendais ce truc de, oui, elle partait victime, elle est devenue une guerrière et machin. Je l'ai jamais vue victime, hein. Alors, victime dans le sens où elle a été enlevée. Par contre, elle a toujours eu un comportement de guerrière. J'ai pas vu d'évolution du personnage de ce côté-là. Même gamine, après, quand elle se coupe les cheveux pour machin, pour qu'après l'autre garde ses cheveux, mais en fait elle s'enfuit, puis elle se fait passer pour... Puis j'ai pas d'idée des distances en fait dans ce délire. C'est... Parce que quand il l'enlève et qu'il l'emmène au camp de Demantius, c'est pas à plus de 2 jours. C'est pas à plus de 2 jours de là d'où elle vient. Il y a qu'une nuit qui passe entre les deux. Mais du coup, je sais pas après si c'est très loin, du coup, la citadelle et tout ça. Parce que je pense pas... Enfin, vu le carburant, vu la situation... Puis en plus, à ce moment-là, ils ont pas accès à la ville d'où vient le carburant. Ils doivent pas faire des milliers de kilomètres, hein. Donc, je sais pas à quel point elle est loin de là d'où elle vient. Et il y a tellement d'occasions où elle aurait pu se barrer, où elle aurait pu voler un véhicule, ou je sais pas quoi. D'autant plus, quand on le voit, elle a un... Quand sa mère la met sur une moto, et vraiment, pour moi, elle a jamais... Je pense qu'elle a jamais piloté sa vie. Ils ont pas de véhicule, là d'où elle vient. Je veux dire, ils poursuivent en cheval. J'en parlais tout à l'heure, justement, avec un abonné. On en parlait en message privé. Et sa mère la met sur une moto, et elle la pilote sans problème. Et du coup, Franck, avec qui discutait, me disait, mais ouais, mais je pense qu'ils ont des véhicules chez eux. Dans ce cas, pourquoi elle est partie en cheval, sa mère, pour poursuivre des motos? C'est complètement débile. Pourquoi tu poursuis des motos en cheval? Tu croyais quoi? Heureusement, vous avez réussi à récupérer une moto très vite. Sinon, tu te serais rendu compte qu'elle était très con, ton idée. Et c'est du détail, mais c'est plein de petits trucs comme ça. Et vraiment, j'ai du mal avec les enjeux et avec qu'est-ce que veut Furiosa. C'est peut-être moi qui suis passé à côté, mais qu'est-ce qu'elle veut? Au début, le but, ce que j'en comprends, c'est de ne pas révéler d'où elle vient, mais en même temps, personne n'a l'air d'en avoir rien à foutre, on la torture pas. C'est quand même un endroit où il y a des ressources et tout, ça devrait être hyper important. Et on la met dans une cage avec Wikipédia, alors ça j'ai pas compris ce personnage aussi, Wikipédia. Il y a l'espèce de petit vieux qui s'est tatouage partout, je pense que c'est des pages Wikipédia qui s'est tatoué. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que donc le mec ne sert qu'à donner des définitions de mots. Il sert qu'à ça. C'est le mec a dû jouer à déchiffrer des lettres ou j'en sais rien, mais chaque fois c'est onomatopée, une onomatopée. Et lorsque nous reprenons, quoi, c'est quoi ton rôle? Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, du coup, il y a une ellipse temporelle et on voit que Chris Hemsworth a pas mal vieilli, il a la barbe grisonnante et tout. Et par contre, le Wikipédia, là, le père Fouras du pauvre, lui, il a pas changé. Alors que le mec, il a déjà l'air d'avoir 140 ans. Et il a pas changé d'un poil. Alors que Chris Hemsworth a pris un gros coup de vieux. J'ai pas compris non plus. Et donc, ouais, personne n'essaye de... Même avant qu'elle se sauve et qu'elle se fasse passer pour un... Ou personne se pose de questions, elle apparaît de nulle part.
Mais avant le moment où elle se sauve et elle se fait passer pour quelqu'un qui travaille dans la citadelle, personne ne la torture. Que ce soit du côté de... de Chris Hemsworth, ou que ce soit du côté d'Immortum, là. Vous avez oublié qu'elle venait d'un endroit qui vous intéressait vachement, en fait? C'est bizarre comme truc. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et après, elle reste. Elle reste. Puis du coup, vu qu'à un moment, il n'y a plus vraiment de raison qu'elle reste, elle a tout. Elle a accès à des véhicules, à des armes, à ce qu'elle veut. Et du coup, on nous trouve le gars, là, qui sort de nulle part. Premier regard, ils se sont vus. Alors, je sais pas si c'est une histoire d'amour, ou d'amour fraternel, ou j'en sais rien. Mais on nous trouve ce truc-là, en mode, oh tiens, je vais t'entraîner comme ça, tu pourras rentrer chez toi. Je sais pas, à sa place, j'aurais direct envie de me barrer, quoi. Mais c'est une excuse pour nous la faire rester dans le coin. Et comme ça, après, ça vire en histoire de vengeance. Si toujours elle était restée sur le fait de venger sa mère, je pourrais comprendre. Mais vu que là, pendant un bon moment, son but a l'air d'être de rentrer chez elle. Puis c'est tellement facile, encore une fois, chaque fois, Hemsworth la voit, bim, je vais pas lui faire du mal, je vais la garder. Ensuite, c'est pareil avec Immortum. Tiens, je viens de la voir, elle, je veux la garder avec moi. Il y a un truc incroyable. Alors j'imagine que c'est parce qu'elle a pas l'air souillée, machin. Mais bon, au début, quand il la montre, elle est cachée derrière, on la voit à peine. Il y a plein de gens qui sont très peu souillés au final quand on regarde. Mais elle, voilà. Et pareil, le mec qui conduit le gros camion, là. Ou pareil, première fois où il l'a vu, puis après, moi je vais être sympa avec toi et machin. Le mec bosse pour une des pires enflures. Mais non, par contre, il est hyper moral et puis machin. C'est, je sais pas, tout fait tellement fabriqué, c'est, ouais, vraiment, je sais pas. Il y a un truc dans l'écriture qui fonctionne pas sur moi. C'est peut-être moi qui suis chiant, c'est tout à fait possible, mais il y a vraiment un truc qui fonctionne pas sur moi. Et donc ouais, à partir de là, ça fait que boum boum, ça pète, il se passe plein de trucs, c'est hyper impressionnant. Les motos qui volent, les trucs, les chorégraphies, ça saute de partout, c'est incroyable. Le boulot de cascade et tout ça est incroyable, la manière de filmer l'action la plupart du temps est hyper efficace. Mais encore une fois, c'est ma manière d'apprendre les œuvres, et si j'ai pas le côté... Quand il y a la guerre entre le clan de Chris Hemsworth et le clan d'Immortum, là, je m'en fous, parce que je suis pour aucun des deux camps. J'ai pas de tension de vouloir qu'un des deux camps gagne, d'avoir peur pour un des deux camps. J'ai pas ce côté-là. Et moi, si j'ai pas ce côté-là, je vois de l'action vide à l'écran, et aussi belle soit-elle, il n'y a aucun souci là-dessus, mais c'est vide, parce que je m'en fous qui gagne. Un truc symptomatique d'à quel point, pour moi, il y a un souci. On revoit le camion avec le guitariste dessus. Mais là où c'était incroyable dans Fury Road, là, il y a une fois où on le voit dans une espèce d'effet un peu chelou sur l'écran, où bim, il apparaît, on sait pas trop pourquoi. Et juste un peu après... Quand elle arrive sur le champ de bataille, on le voit, ce camion avec le gratteux, on le voit de loin, on l'entend même pas, la musique c'est autre chose, on l'entend pas, et juste la caméra la suit elle, et il y a ce truc dans le fond plus loin, et je sais pas, j'ai pas compris pourquoi l'avoir mis là du coup. C'était tellement iconique dans Fury Road, le fait de le mettre comme ça dans un fond machin de rien en faire, et de même pas l'entendre le mec, c'est vraiment un truc du pauvre quoi. Et il y a pas de climax dans ce film. Il y a des scènes d'action de ouf, mais il n'y a pas de climax. Ça veut dire que quand elle arrive vraiment face à celui qu'elle veut depuis le départ, qu'elle arrive face à Demantius, en fait il a déjà perdu. Il est déjà par terre, devant elle. Donc il n'y a pas vraiment de climax avec une tension, quoi que ce soit. Elle arrive, elle a déjà gagné. Bon. Du coup, on attend. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va faire ci? Est-ce qu'elle va lui faire ça? Certains disent qu'elle lui a fait ci, d'autres disent qu'elle lui a fait ça, et puis machin. Puis du coup, c'est juste lui qui parle et qui parle et qui parle. Et il me saoule. Il me saoule. Donc ouais, voilà. Je suis désolé, hein, je sais que... Enfin, je suis désolé, non. En vrai, pas du tout. Mais bon. Je sais que les gens préfèrent avoir des avis qui correspondent aux leurs en général. Et en l'occurrence, sur ce film-là, je sais que je suis en grosse minorité. Mais voilà, c'est ce que j'en pense. J'espère avoir réussi à expliquer le pourquoi j'en suis là par rapport à ce film. Et encore une fois, hein, je suis très content pour vous si vous avez adoré le film. Tant mieux, c'est génial. Je reconnais plein de qualités au film, mais la plupart des qualités pour moi sonnent creux.
ça me creuse plutôt, à cause des défauts que j'y trouve. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi en tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao.